Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50. Quoi de neuf en RDC? Eh ben, c'est la signature de l'accord cadre pour la paix en République démocratique du Congo. Nous en parlons dans ce magazine avec Monsieur Chéribin Okende. Vous êtes président du Front social des indépendants républicains. Bienvenue. C'est un parti politique de la majorité présidentielle. Merci beaucoup, madame. Avant de passer aux questions, nous allons d'abord suivre deux éléments qui ont été réalisés par la rédaction de Télé 50 après la signature de cet accord. Suivez. L'accord cadre signé par 11 pays africains visant tous les retours de la paix dans l'est de la RDC, en proie à une insécurité quasi permanente causée par des groupes armés nationaux et étrangers. Il enjoint les pays de la région à ne pas tolérer ni porter assistance ou soutien à aucune forme de groupes armés en RDC. Le Rwanda et l'Ouganda ont été accusés dans des rapports de l'ONU de soutenir la rébellion du M23, mais ne l'ont jamais reconnue. Mais pour le président rwandais Paul Kagame, cet accord cadre est une étape cruciale de franchie. Cet accord cadre constitue une étape importante ainsi qu'une opportunité nous permettant de réaffirmer notre engagement à la paix régionale. Je l'accueille de tout cœur. L'ONU, à l'initiative de cet accord, compte déployer une nouvelle force au mandat plus offensif. L'organisation parie sur la bonne voie des pays de la région. Il est temps, plus que temps, que nous tournions définitivement le dos à cette logique d'un autre âge fondée sur la loi de la force plutôt que sur la force de la loi, qui confond vengeance et justice et qui autorise le plaignant à rendre des sentences dans sa propre cause et à les exécuter lui-même. Cet accord n'est que le début d'une approche globale qui nécessitera un engagement soutenu de la part de la communauté internationale. Un énième accord signé sur les conflits dans la région est de la RDC. Il semble, aux yeux des nombreux chefs d'État présents à ces assises, plus réaliste. Il fera peut-être oublier à la population congolaise les précédents espoirs déçus. Il est temps, plus que temps, que nous tournions définitivement le dos à cette logique de notre âge, fondée sur la loi de la force plutôt que sur la force de la loi, qui confond vengeance et justice et qui autorise le plaignant à rendre des sentences dans sa propre cause et à les exécuter lui-même. Il est temps, plus que temps, que nous garantissons à nos populations le droit à la vie et la jouissance soutenue du bien-être le plus précieux qu'ils attendent de leurs dirigeants, à savoir la paix. Non pas la paix des baïonnettes, moins encore celle des cimetières, par essence factice et éphémère, mais plutôt la paix qui découle de la reconnaissance d'un destin partagé, de la volonté de vivre ensemble et la prise en charge responsable des problèmes et du respect des règles et des principes, dont particulièrement ceux auxquels nous venons à nouveau de souscrire en signant l'accord cadre. Alors, Monsieur Chéribin Okende, peut-on dire que la signature de cet accord garantit une paix durable en RDC, plus précisément au nord et au sud Kivu? Ce qui m'a intéressé personnellement, c'est la déclaration du président rwandais, Paul Kagame, qui salue l'avènement de cet accord de tout cœur. Je crains bien de penser à Colette Brackman, qui, dans un article, avait dit que le président rwandais ne pouvait pas se gêner, peut vous regarder dans les yeux et mentir. Donc je crois que cette fois-ci, quoi de neuf, essayons de positiver, que cette fois-ci, il sera sincère avec ses pairs et surtout que cet accord a été conclu sous le haut patronage du secrétaire général des Nations Unies, que cette fois-ci alors pourra être la meilleure. Quoi de neuf, c'est ce qui s'est passé au Nord Kivu après la signature de cet accord. Lorsqu'on a vu le mouvement M23, parce qu'il n'est un secret de Polichinelle aujourd'hui,
que le M23 c'est une fabrication du Rwanda. Ils commencent à s'entretuer eux-mêmes avant même la mise en œuvre de cet accord. Ça doit nous interpeller et ça doit attirer notre attention pour que cette fois-ci nous ne rations pas le coche. Mais en soi, cet accord, en le lisant, il est équilibré. Il réaffirme la souveraineté de la République démocratique du Congo, l'intangibilité de nos frontières, et il assigne à tous les pays voisins, à tous nos partenaires dans la région, de s'abstenir absolument à soutenir un quelconque mouvement ou une quelconque rébellion. Donc, au sein de notre pays. Vous croyez à la fin de la crise avec la signature de cet accord? Vous savez, croire, oui, mais nous devons être prudents parce qu'au fait, nous sommes obligés de positiver parce qu'au fait, ces affres de la guerre d'agression se passent dans notre pays. Ce sont nos compatriotes qui périssent et ce sont nos femmes, nos sœurs, nos filles qui sont violées à longueur de journée et ce sont nos richesses qui sont pillées et dévalisées comme il n'est pas permis entre les États qui se respectent. Donc, nous essayons de positiver, mais personnellement, j'en appelle toujours à la vigilance du gouvernement congolais, parce que très souvent, on peut signer... Vous pensez que le Rwanda et l'Ouganda ont juste signé pour faire bonne impression, mais au fond d'eux, ils ne sont pas d'accord avec cet accord? La nouveauté, c'est que cette fois-ci, ils n'auront pas à jouer à de grandes dérobades si le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui par ailleurs reste saisi en vertu de cet accord, de la situation à l'est de notre pays, le Conseil de sécurité donc y met beaucoup de sérieux. Vous savez, dans les relations internationales... À votre avis, qu'est-ce qui garantit l'efficacité de cet accord? C'est le suivi, la vigilance de tous et surtout la vigilance du peuple congolais. C'est pas simplement la signature qui va aujourd'hui, comme par une sorte de baguette magique, arriver à désarmer ou à désintéresser tous ces agresseurs du Congo qui viennent essentiellement pour piller les richesses de notre pays. Mais il faut que nous restions vigilants, il faut que de notre côté, comme le gouvernement a aussi pris des engagements vis-à-vis des Nations Unies, que le gouvernement aussi remplisse sa part de contrat, pour ne pas donner de prétexte aux déstabilisateurs de notre pays de reprendre cette voie criminelle. Pourquoi l'opposition voit d'un mauvais œil cet accord? Vous savez, notre opposition, à un certain moment, il nous arrive de nous poser des questions sur quelle logique elle travaille. Au contraire, en voyant les contraintes, les engagements pris par le gouvernement congolais sur des questions internes de notre pays, c'est l'opposition qui devrait se retrouver beaucoup plus renforcée que cette fois-ci. Il y a aussi les diligences de la communauté internationale. S'il arrive que le gouvernement ne poursuive pas comme il se doit, dans les bonnes règles, le processus de démocratisation, et même nos crises internes ont été ficelées dans l'accompagnement de la communauté internationale. Donc je pense que logiquement c'est l'opposition qui devrait... Mais pour l'opposition, la signature de cet accord ne suffit pas. L'ONU devrait sanctionner formellement le Rwanda et l'Ouganda. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été dit dans cet accord. Bon, ils peuvent avoir raison, mais on n'agit pas par émotion dans les relations internationales. Il faut être réaliste. Les Nations Unies n'avaient pas de contraintes à ce stade, surtout que l'opposition a toujours donné de prétexte aux agresseurs de se cacher derrière une crise congolo-congolaise. Alors à ce jour, il n'a pas été facile de condamner le Rwanda. Mais le ton est sec, le ton est sévère. Comment ça, ce n'est pas facile de condamner? Il y a les rapports des experts qui condamnent le Rwanda. Ici, nous nous retrouvons dans un cadre d'un accord cadre pour la paix en République démocratique du Congo. Il va falloir maintenant plus tard que le Congo, qui est État victime, puisse mettre en œuvre la responsabilité de l'État agresseur. Ça, c'est le droit international. Il ne fallait pas, parce qu'au fait, les Nations Unies privilégient plus la diplomatie. Il y a un jargon juridique qui dit « vaut mieux un mauvais arrangement amiable qu'un meilleur procès ». Je pense qu'ils ont été inspirés par cette sagesse pour dire « maintenant, mettons fin aux dérobades du Rwanda
et de l'Ouganda en leur disant il faut soutenir, il faut respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ne jamais plus donner un quelconque appui à un mouvement rebelle pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Ce sont des grandes avancées dans ce processus, mais je crois qu'il y a des crimes imprescriptibles que nous, Congolais, lorsque nous aurons recouvré la stabilité de notre pays, nous devons exercer aussi notre intelligence pour faire valoir ce que nos droits. Parce que le sang des Congolais couler si gratuitement ne doit pas être passé comme ça, dans l'impunité. Donc je pense qu'à ce stade, stratégiquement, nous n'avons pas à nous fourvoyer sur ceux qui tapent simplement à l'œil. Nous avons d'abord à nous assurer de la restauration de la paix, et d'autres voies de droit resteront toujours ouvertes pour que nous puissions également faire entendre la voix du Congolais. Mais il faut avouer que pour le moment, avec la déliquescence de l'armée, avec nos difficultés, nos fragilités intérieures, nous sommes un peu fragilisés. Et il y a une disposition dans cet accord qui exige à la RDC de consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'Est. Comment interpréterez-vous cette disposition? Il faut prendre tous les engagements de la République démocratique du Congo comme étant d'abord des missions régaliennes de l'État. Et ici, ce qui est bien, ce qui est positif, en cas de difficultés avérées, lorsqu'il ne s'agit pas d'une mauvaise foi du gouvernement congolais, il faut s'attendre à ce que la communauté internationale appuie, accompagne la République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne le renforcement, la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Vous savez, parmi nos fragilités, nous avons encore une situation économique qui n'est pas à la dimension de nos ambitions. Le budget que nous avons ne permet pas de couvrir l'ensemble de nos besoins. Et lorsque nous avons été au dialogue intercongolais, la même communauté internationale, ma foi, nous avait promis une sorte de plan Marshall pour la reconstruction de la République démocratique du Congo, ce qui n'est jamais intervenu. Alors si nous positivons les engagements pris en vertu de cet accord cadre et que notre gouvernement trace un programme précis pour dire contrainte à la décentralisation. Voilà nos difficultés sur le plan financier, notamment contrainte à la démocratisation. Aujourd'hui, nous avons des institutions qui seront frappées par l'illégalité. Je cite les assemblées provinciales, le gouverneur, je cite également le Sénat. Et est-ce que nous avons aujourd'hui matériellement, financièrement, tous les moyens pour organiser ces élections? Mais si la volonté politique précède ce mécanisme, il appartiendra au gouvernement congolais, en vertu de cet accord, de dire à la communauté des nations, voilà, nous avons pris l'engagement de parachever notre processus de démocratisation, mais nous avons des difficultés. Et vous lirez l'accord, les Nations Unies engagent même les institutions financières internationales, en l'occurrence la Banque mondiale. Donc il y a fort à espérer que si nous, Congolais, nous nous appliquons à assumer nos responsabilités par rapport à cet accord, nous pouvons sortir des lornières. Mais on constate aussi que cet accord a aligné beaucoup d'obligations à la RDC par rapport à d'autres pays. Quoi? Stricto sensu, il n'y a pas d'obligation par rapport à la RDC. Parce que finalement, pour un gouvernement, pour le gouvernement congolais, appliquer les prescrits de la Constitution, c'est un devoir. C'est un devoir civique et même de citoyenneté. Si par rapport à certaines dispositions de la Constitution, la communauté internationale constate que cela sustente les fragilités du Congo et qu'il faut engager le gouvernement congolais et l'accompagner pour une meilleure application de ces dispositions, moi je crois qu'en tant que Congolais, sans partisanerie politique aucune, on peut applaudir, on peut encourager. Il faudra qu'à un certain moment qu'on évite que des petits faits mineurs viennent alimenter une crise politique qui aura de répercussions internationales pour que les ennemis du Congo viennent en profiter, parce qu'en fait, notre opposition qui donne l'impression de se plaindre, elle est la première à tendre la main à des agresseurs. Vous allez comprendre de par le monde
un député élu qui a le mandat du peuple, qui se dit démocrate, qui veut rechercher la démocratie, puisse quitter son siège à l'Assemblée nationale où il a la capacité de clouer au pilori le gouvernement actuel, mais il va entacher sa personnalité en s'acoquinant à des ennemis de la République, à des violeurs, à des pilleurs. Donc ce sont ces ambivalences-là qui font en sorte que la fragilité de notre pays ressorte même sur le plan